Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Ce gouvernement, il tarde. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Eh bien, Le Cornu a expliqué que c'était à cause de la parité. Vous vous rendez compte? S'il ne nomme pas son gouvernement, ce serait à cause des femmes. Ce gouvernement, c'est un non-événement annoncé. Tellement plié que Le Cornu a envoyé sa copie du budget aux instances comptables de l'État sans attendre la nomination de son gouvernement. Une première sous la Ve République. C'est un non-événement parce qu'au fond, on s'en fiche que ce soit lui, elle et lui qui soient restés. Ou lui et elle qui arrivent. C'est toujours les mêmes gens pour les mêmes deals et les mêmes politiques. Mais c'est de la merde! Alors certes, Le Cornu a annoncé qu'il renoncerait au 49.3 pour faire adopter le budget. Mais on se souvient l'an dernier qu'il n'avait pas eu besoin du 49.3 pour détricoter tout ce que la gauche avait proposé et forcer le passage avec les propositions de la droite. Alors cette semaine, on va se concentrer davantage sur ce qui s'est joué à l'Assemblée qui a renouvelé son bureau. Le RN a retrouvé ses vice-présidences et c'est très inquiétant. On va donc commencer par décrypter ce retour en force pour comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi et quelles conséquences cela aura pour la suite. On ira ensuite voir 2 ou 3 informations qui ont pu passer sous les radars avant de faire un crochet aux États-Unis qui se dirigent, eux aussi, vers un bras de fer budgétaire. Enfin, on fera un petit tour du côté de Rambouillet pour s'aérer un peu les neurones. Parfois, on en a bien besoin. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Mercredi 1er octobre, il s'est passé ça. Monsieur Alexis Corbière. Tu dois lever la main, Alexis. Eh oui, il faut lever la main pendant qu'on démantèle la gauche. Donc non, pardon, c'est plutôt ça qui s'est passé. Monsieur Sébastien Chenu, 341 voix. Madame Hélène Laporte, 340 voix. Le RN a retrouvé ses 2 vice-présidents de l'Assemblée nationale. Le lendemain, le reste des postes les plus importants de l'Assemblée ont été redistribués. Désormais, la majorité du bureau a été retirée au NFP. Les macronistes ont 9 postes, le NFP 7, le RN et consorts 5, et les indépendants en ont un seul. Alors, à quoi correspondent tous ces chiffres? Comment en est-on arrivé là? Et quelles perspectives pour la suite? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre première rubrique. Mercredi 1er et jeudi 2 octobre, c'est donc le bureau entier de l'Assemblée nationale qui a été renouvelé. Ont été reconduites à leur poste de vice-présidente les députés LFI Clémence Guettet et Nadège Abomongoli, toutes 2 élues avec plus de 500 voix. À côté de ça, le Modem et Horizon ont récupéré une vice-présidence chacun. Sébastien Chenu et Hélène Laporte, les 2 vice-présidents RN de l'Assemblée, ont été élus avec 340 voix. Or, le groupe RN de l'Assemblée compte 123 députés. Il a donc fallu que d'autres voix se mêlent aux leurs. Ew, what? Et alors, qui c'est qui a voté pour le RN? Pas la gauche, c'est sûr. Non. La droite, j'imagine. Mais oui, bien sûr. Et les macronistes? Encore oui. L'arithmétique est implacable. Pour avoir 340 voix, les candidats RN aux vice-présidences ont dû nécessairement recevoir le suffrage du socle commun, qui d'ailleurs ne s'en cache pas. Il y a un moment, il faut être simple. Le Rassemblement national est oui ou non présent dans l'hémicycle. Est-ce que oui ou non, il représente, je ne sais plus combien, 123 députés. 123 députés. Sur Voilà. 577. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant qu'ils n'existent pas et on les met de côté. Let's do this! Bon ils l'ont pas fait et ils ont bien voté pour le RN. L'Assemblée nationale a donc perdu son vice-président écologiste, Jérémy Yordanov. On est à front renversé par rapport au vote des électeurs du mois de juillet dernier. Il y avait eu un barrage républicain qui s'est exprimé fortement dans les urnes. C'était le message clair des élections. Et aujourd'hui, pour des petites manœuvres politiciennes, pour garder quelques postes, quelques présidences de commission, le Bloc central a passé un accord avec le Rassemblement national au premier tour. Ils n'ont aucune honte, ils ont fait élire 2 présidences Rassemblement national. Cette situation est un véritable scandale, d'autant plus que tout s'est passé en secret. Car le règlement de l'Assemblée estime que ces élections doivent être secrètes. Quel dommage de bafouer ainsi les droits de l'homme! Les droits de l'homme? Oui, les droits de l'homme. D'accord, mais c'est-à-dire? L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est on ne peut plus clair. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et c'est pour ça que par principe, le vote des députés est public. Comment demander des comptes à son député de la gestion de son mandat si on ne sait même pas pour qui il a voté dans sa propre assemblée? Ah ouais, c'est donc une élection contraire aux droits de l'homme. Vous ne l'aurez pas entendu ailleurs, hein.
Pas mal, non? C'est français. Et le jeudi 2 octobre 2025, cette sérénade s'est poursuivie avec le reste des postes de l'Assemblée nationale. Jusqu'alors, le NFP avait réussi à obtenir 9 des 12 postes de secrétaire et avoir ainsi la majorité absolue au bureau de l'Assemblée. Désormais, il n'y en a plus que 4. Le RN et ses alliés sont là aussi rentrés au secrétariat et ont récupéré 3 postes. Autrement dit, ils ont déjà 5 voix au bureau et progressent dans leur normalisation. La situation a été aussi très compliquée sur le front de la présidence des commissions. L'an dernier, le NFP avait réussi à en avoir 3. Éric Coquerel à la commission des finances, Fathia Kelloua-Hachi à la commission aux affaires culturelles et Aurélie Trouvé aux affaires économiques. Heureusement, Éric Coquerel a pu conserver son poste de président de la commission des finances. Mais la gauche a perdu ses 2 autres présidences qui ont été données à des membres du socle commun. Idem pour le rapporteur général du budget, Charles de Courson, qui a été éliminé au profit d'un allié du gouvernement. Ces élections peuvent sembler banales et d'une importance toute relative. En réalité, rien n'est moins vrai. Déjà, pour le bureau de l'Assemblée, il faut savoir qu'il dispose d'une fonction institutionnelle très importante. Il organise, gère et contrôle la vie quotidienne de l'Assemblée. Il supervise les services administratifs, détermine et exécute le budget de l'hémicycle. Plus encore, c'est lui qui décide seul des sanctions adoptées contre les députés et de la recevabilité de certains textes. Ainsi, cette position est cruciale parce qu'elle met les membres du bureau en contact avec tout un ensemble d'acteurs institutionnels importants. Et si le RN veut tant s'en emparer, c'est justement pour mener à bien sa stratégie dite de la cravate. Je respecte beaucoup trop les gens qui se battent au quotidien pour des causes nobles, pour me dire que porter la cravate serait une forme de militantisme. Oui, parce qu'au RN, pour pavaner, il y a du monde, mais pour travailler, beaucoup moins. Encore du travail? Ils veulent s'immiscer à tous les étages décisionnaires de l'Assemblée. Ils pourront paraître conciliants, sourire et faire rigoler leurs collègues. Ils ne seront plus ces extrémistes xénophobes, mais des collègues avec lesquels on peut travailler, même si on ne partage pas leurs idées. It's a trap! Et les macronistes sont bien tombés dedans. Les moments où c'était les vice-présidents qui, entre 2022 et 2024, du Rassemblement national qui présidaient, dire personne ne remettait en question l'impartialité de leur présidence. Donc, ce sont des combats qui, pour moi, ne sont pas les bons. Les bons combats, c'est des combats sur les textes, sur les valeurs, sur les options politiques. Et là, on a l'impression de faire des combats de répartition de postes. C'est l'objectif explicitement poursuivi par le RN, se normaliser. Et les postes au bureau sont des moyens très efficaces d'y parvenir avec beaucoup de contacts institutionnels et une participation à la pratique collégiale du pouvoir. Pour justifier tout cela, les macronistes sortent une musique bien connue. L'Assemblée nationale, elle est ce qu'elle est. Si les instances ne représentent pas l'Assemblée nationale, ça choque les Français. Et pas des Français qui votent Rassemblement national, des Français qui votent Bloc central, qui votent même à gauche, etc. Là, notre institution, elle est composée d'une manière qu'ont choisi les Français. Si les instances qui la dirigent ne sont pas le reflet de cela, de ces équilibres-là, eh bien, on a manqué de notre mission. Ce serait pour respecter tous les groupes. Et d'ailleurs, regardez, le Bloc central n'est pas sectaire, il a lui aussi voté pour LFI. Bref, c'est la démocratie en action. Mais est-ce que c'était cette chanson-là qui jouait pendant les législatives? Au contraire, il ne parlait que de front républicain et de barrage à l'extrême droite. En revanche, ensuite, une fois que le RN est élu, c'est plus pareil. Non seulement ils votent avec eux sur plein de textes, mais en plus désormais, ils votent carrément pour eux. Pas mal, non? C'est français. Derrière cela, il y a des enjeux de pouvoir. Promouvoir le RN à l'Assemblée, c'est surtout affaiblir une gauche privée de majorité dans ses instances. L'objectif macroniste est clair, diviser pour mieux régner. Le bureau dominé par le NFP gênait considérablement Yaël Braun-Pivet, qui a voulu ramener le RN aux manettes. Désormais, c'est chose faite. Le NFP a été chassé du pouvoir par les macronistes qui soutenaient le RN. Et la stratégie est encore plus visible avec le résultat des votes en commission. RN et macronistes ont arrangé leur bidon pour rafler la mise autant que possible. Et comme on l'a vu, ils y sont parvenus. À l'exception de la commission des finances, toutes les autres commissions sont présidées par un membre du socle commun. L'exigence de représentativité ne sert vraiment uniquement que quand c'est pour retirer des postes à la gauche. Ces changements de présidence sont extrêmement inquiétants. La commission des affaires économiques, anciennement présidée par Aurélie Trouvé, aurait pu enquêter sur les aides publiques aux entreprises. Et la commission des affaires culturelles avait lancé la commission d'enquête sur Betaram. Désormais, ces 2 commissions sont présidées par des alliés du pouvoir. Pas d'enquête sur l'argent des grands patrons et plus d'enquête qui gênerait un Premier ministre. Tout cela sera savamment étouffé. Charles de Courson, esprit indépendant et rigoureux, a été remplacé dans ses fonctions de rapporteur général du budget par un LR très proche de Nicolas Sarkozy et prenant un rapprochement fort avec Emmanuel Macron. Bref, un laquais de l'exécutif. Tout ça montre bien que de plus en plus, les blocs d'extrême centre et d'extrême droite préfèrent travailler ensemble que subir la gauche. Mieux vaut Hitler que le Front populaire. Pendant ce temps, l'extrême droite se normalise et on craint fort que dans un futur pas si éloigné que ça, une coalition réactionnaire incluant le RN soit menée à prendre le pouvoir, comme Hitler l'a fait en Allemagne le 30 janvier 1933, pour les conséquences que l'on connaît.
On a appris que le cornu aurait menti sur son CV. Il n'aurait pas validé son Master 2 en droit public de la prestigieuse université Paris 2 Panthéon-Assas. Alors est-ce que c'est très grave de n'avoir pas de Master 2 en droit public ? Non, c'est même probablement un bon point pour lui. Mais avoir fait ses études dans une fac aussi réac qu'Assas, c'est plutôt ça qui est laid. Et d'avoir menti dessus en plus. Laide et menteuse! Ce qui est gênant dans cette histoire, c'est qu'il ment sur son CV depuis des années. Donc bon, on a affaire à un énième macroniste mytho qui essaye encore une fois d'enfumer le PS pour s'assurer du retour toujours plus triomphal de la droite au pouvoir. Rien de très original. Et en parlant de retour de la droite, on est sûr que vous l'attendiez. Désormais élu à l'Assemblée nationale, je reste au service de notre pays. Michel Barnier est revenu. Parachuté dans la seconde circonscription de Paris, il l'a remporté avec plus de 60% des voix. Derrière cette exhumation en grande pompe se trouve la stratégie présidentielle des LR. Il médiatise une équipe d'élus, une sorte de mini-gouvernement pour la campagne présidentielle. Mais pour avoir de bonnes raisons d'aller monopoliser les médias, il faut des postes et des sièges. À la place où je me trouve désormais, loyal et libre dans ma famille politique, je resterai soucieux de renforcer le travail en commun avec toutes les formations politiques responsables. Responsable, ça veut dire pas de gauche, hein. Et on voit bien ce que l'investiture de Barnier est venue réaliser. Jusque-là, Barnier, c'était un loser. Un soi-disant diplomate, négociateur, tacticien de génie, mais qui avait tenu à peine 3 mois et avait fait moins bien que Bayrou. Bayrou. Maintenant, c'est plus pareil. C'est un député très bien élu qui va pouvoir se battre pour représenter les Républicains à l'Assemblée nationale et parler de sérieux budgétaire et politique. Enfin, les trucs de gens de droite, quoi. Et en parlant de gens de droite, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé vouloir nommer le futur parvis de l'hôtel des polices municipales et nationales de sa ville. Déjà, rien que ça se pose là. Eh bien, ce parvis d'hôtel bien de droite, il veut l'appeler le parvis Nicolas Sarkozy. On aurait voulu l'inventer qu'on n'aurait pas pu. Sarkozy est multi-condamné pour des faits commis grâce ou à l'occasion de ses fonctions, dans plusieurs dossiers distincts, et on lui offre un parvis. Donc en résumé, les idoles de la droite aujourd'hui, c'est Pétain pour les extrémistes et Sarko pour les autres extrémistes. Ah, c'est sûr qu'à gauche, nos idoles font petits joueurs, hein, Jaurès, Blum et le réseau Manouchian. Tout ça, c'est des traînes savates avec un manque de panache total. Où sont les escrocs de première catégorie, les brigands de grand chemin, les crapules de la pire espèce ? C'est manifestement une chasse gardée pour la droite. On se demande même si cette condamnation n'est pas perçue comme un badge d'honneur. Vous dites tout doit être soumis au droit. Eh bien, dans la vie, tout n'est pas soumis au droit. La raison d'État n'est pas soumise au droit. Et s'il n'y a plus de raison d'État, croyez-moi, il n'y aura plus d'État de droit et plus de droit du tout. Pardon, c'est le tout venant des relations entre États. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui ne sont pas fréquentables. C'est bourré d'intermédiaires douteux, etc. Donc ça ne suffit pas de dire ils ont rencontré quelqu'un qui est absolument horrible. Hein, ça ne veut rien dire quant à la conversation ou à l'objet de leur visite. Organiser un réseau délinquant pour dissimuler l'origine de fonds, dont on suppose qu'ils ont servi à la campagne présidentielle, ce serait, selon un proche collaborateur de Nicolas Sarkozy, la raison d'État. Marine Le Pen a sa nouvelle défense toute trouvée, hein. Et en parlant d'extrême droite multicondamnée pour des infractions financières, on va se tourner du côté de l'Amérique trumpiste, une fois n'est pas coutume. À minuit et 1 minute, le mercredi 1er octobre 2025, l'État fédéral américain est entré en shutdown. Shut it down! Concrètement, l'État fédéral n'a plus de budget et l'exécutif ne peut rien dépenser. L'essentiel des fonctionnaires sont mis en disponibilité, cessent de travailler et sont privés de salaire. Ce démantèlement est massif, la plupart des branches gouvernementales s'arrêtent, parcs fédéraux et écoles publiques ferment, transports aériens et ferroviaires ralentissent. Seules quelques missions essentielles à volume réduit, sécurité nationale, urgence, opérations militaires, continuent. Pourquoi en est-on là ? Parce que la loi budgétaire votée en mars n'assurait un financement que jusqu'au 30 septembre. Or, aucune loi supplétive n'a été adoptée avant minuit. Ce blocage s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, un facteur institutionnel. Si les 2 chambres du Congrès sont favorables à Trump, le Sénat a toujours exigé une supermajorité de 60%, ce qui a permis aux démocrates de bloquer ce processus. Alors évidemment, cette situation est démocratiquement problématique. Mais les républicains ont fait un usage tout à fait débridé et sauvage de ce pouvoir de blocage lors de la présidence Biden. Ils sont donc très mal placés pour en critiquer le principe. Mais, au cœur de ce conflit, il y a la volonté de Trump de sabrer les budgets sociaux et réduire drastiquement les impôts. De combler le déficit creusé par les cadeaux fiscaux aux plus riches en coupant dans la sécurité sociale et les aides médicales. Tiens. Les démocrates élus pour défendre ce qui reste de l'État social s'y opposent fermement. Alors, quelle perspective ? Le shutdown risque de durer. Aucun camp n'a intérêt à céder.
Trump cultive l'image de l'homme qui impose sans compromis, c'est son fameux Art of the Deal, tandis que les démocrates n'ont aucune raison structurelle de plier. Jusqu'à récemment, certains de leurs sénateurs venaient d'États républicains et cherchaient des compromis. Désormais, ils sont concentrés dans des bastions démocrates, avec un électorat qui exige une opposition frontale au trumpisme. En outre, ils reprochent à Trump d'ignorer les lois budgétaires et d'imposer son propre budget. Comme l'a résumé le chef démocrate au Sénat, à quoi bon négocier un accord transpartisan si c'est pour que le président et le parti républicain défassent tout ensuite à leur guise? Mais d'un autre côté, une frange plus radicale de démocrates souhaite lever le blocage pour laisser Trump démanteler l'État social, qui bénéficie très largement aux populations paupérisées qui ont massivement voté pour lui. La situation était explosive et on continuera à suivre ça de près. Cette impasse évoque la situation française. C'est le scénario catastrophe qu'agitaient les macronistes face au rejet du 49.3 de Barnier. S'y était jouée la même logique, les conservateurs menacent de faire sauter le système s'ils n'obtiennent pas tout ce qu'ils veulent. Et quand ils concèdent, c'est pour reprendre aussitôt. Trump procède ainsi aux États-Unis. En France, les macronistes aussi. On voit donc à quel point la droite utilise des techniques politiques agressives. Les LR, qui se présentent comme un parti de la stabilité, menacent encore de censurer si le gouvernement concède au PS. Donc ça veut dire que si Sébastien Lecornu cède à certaines demandes des socialistes, ce sera sans vous, ce sera sans les LR ? On l'a dit clairement, ça fait partie de la feuille de route sur laquelle on échange. Bref, quand la droite menace et joue au chantage, ce serait l'expression d'intérêts légitimes. Mais quand la gauche demande quelques concessions, elle est accusée de causer le chaos pour extorquer la France entière et financer le train de vie de luxe des assistés. Le piège qui se dresse devant nous est grossier tant il est connu et a été répété. La droite simule des négociations pour poursuivre sa politique mortifère. C'est le cas aux États-Unis et c'est pareil en France. Une fois n'est pas coutume, on va se changer les idées et parler de télévision publique. Vous savez, celle payée par nos impôts et qui passe son temps à nous cracher dessus. Monsieur, bonsoir. Voici les titres. Alors, on va parler de quelque chose de positif. Encore une fois, une nouveauté. France TV a fait une expérimentation dite de Slow TV. Pour résumer, ils ont mis des caméras en forêt de Rambouillet et ont diffusé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3 semaines, ce qui s'y passait en direct. Ça s'appelle le Brame du Cerf et c'est magnifique. Dans nos vies qui vont trop vite, saturées d'incessantes agressions publicitaires et informationnelles, c'est retrouver le temps de s'arrêter, de souffler, de contempler une part de monde comme si on n'y était pas, comme si on était une petite souris qui regardait la vie se faire, comme si on pouvait suspendre, un instant, notre inhumaine humanité. Il n'y a rien à chercher, rien à poursuivre, rien à produire et rien à consommer. Il suffit de regarder et de laisser la vie se faire. On vous invite vivement à jeter un coup d'œil à cette expérience télévisuelle nouvelle pour la France. Et même si elle trouve ses racines dans Sleep d'Andy Warhol, ou encore dans la télévision norvégienne avec le trajet en train entre Bergen et Oslo en 2009. Cette expérience est inédite en France et à l'international. Financée intégralement par la télévision publique, elle explose les records de durée, avec ses 504 heures de diffusion. Pour une fois, la télé publique fait quelque chose de différent, pour nous. Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire qui s'annonce brûlante. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. Adopter le rythme de la nature. Son secret, c'est la patience. Ralph Waldo Emerson, Art.